Hmm. Alors, dans cette section consacrée à la sophistique, nous avons parlé dans un paragraphe 1 du mouvement sophistique. Ce plan doit être mal foutu parce que j'ai du mal à le remémorer chaque fois. Du mouvement sophistique et nous avons abordé un paragraphe 2 à la fin du cours de jeudi dernier consacré à la pensée sophistique. Et j'ai dit que dans ce paragraphe 2 consacré à la pensée sophistique, nous parlerions d'abord de l'univers sophistique en général, avec trois traits caractéristiques de cet univers sophistique qui sont d'une part le relativisme, enseigné notamment par Protagoras, et même principalement par Protagoras, l'homme est la mesure de toute chose. Ensuite, le nihilisme ontologique professé par Gorgias, dans le détail duquel je ne suis pas rentré pour ne pas vous donner de migraine, parce que pour le coup, c'est argumenté de façon assez sophistique. Je vous ai simplement dit que c'était un divorce que Gorgias affirmait entre l'être et la pensée, entre l'être, l'essence et la pensée, l'être au sens de l'essence et la pensée. Et enfin, l'humanisme, je vous ai expliqué dans quel sens il fallait entendre cet humanisme des sophistes, c'est-à-dire que c'est une pensée qui prend pour fin l'homme, qui est orientée vers l'activité humaine et l'homme, et non pas vers des vérités transcendantes. Et à la fin de la deuxième heure de cours, nous avons annoncé un grand B après le grand A consacré à l'univers sophistique. Nous avons annoncé un grand B intitulé La sophistique et le droit, dans lequel j'ai dit que nous traiterions de deux points complémentaires successivement. D'une part, l'opposition que les sophistes font entre la loi et la nature. D'autre part, leur positivisme juridique, et comme je l'ai indiqué dans le cours écrit, mais je le rappelle, j'utilise le terme positivisme juridique de manière anachronique. Euh, Certes, Michel Villet a écrit dans La formation de la pensée juridique moderne que tous les prémices du positivisme juridique étaient déjà dans la sophistique, dans les sophistes, mais il a bien dit prémices, c'est-à-dire que évidemment que les sophistes ne prétendent pas appartenir à une école qui serait le positivisme juridique. Pas plus que Hobbes ne le fera du reste au XVIe siècle. Le positivisme juridique, entendu comme un mouvement qui a cette appellation, c'est un mouvement du XIXe siècle, hein, qui débute avec John Austin et qui se prolonge au XXe siècle avec des auteurs comme Kelsen ou Dabar, Roubier et beaucoup d'auteurs comme ça, hein. Mais ni au 5e siècle avant Jésus-Christ, ni au XVIIe siècle, personne ne songeait à revendiquer l'appellation de positiviste, car le vocable n'existait pas. Il n'en reste pas moins que l'essentiel de ce qui fera plus tard le positivisme juridique était déjà renfermé dans la pensée sophistique. Donc, envisageons donc dans un petit 1 l'opposition sophistique entre la loi et la nature, et ensuite, dans un petit 2, le positivisme juridique sophistique. Petit 1, opposition entre loi et nature. Alors, c'est une opposition, j'en avais déjà parlé ou pas? Bon, parce que j'ai un problème, j'ai un cours de philosophie en philo en anglais, et je traite parfois des mêmes questions, et parfois je me demande si j'ai traité dans le cours de philosophie en philo ou si j'ai traité ici. Et j'arrive pas à me souvenir si j'en ai parlé en anglais ou en français, donc voilà. Bon. C'est l'âge, la mémoire défaillante. Dans un mois et demi, c'est terminé. Bon, donc,
opposition entre loi et nature, petit 1. En fait, pour reprendre une expression de Jacqueline de Romilly, vous savez, la grande helléniste qui était professeure au Collège de France et qui est décédée il y a quelques années, et qui a écrit un livre dont sans doute je vous ai déjà parlé. Elle a écrit 2 livres dont je vous recommande la lecture. Ça vous servirait pour ceux qui voudraient passer le concours de l'École nationale de magistrature ou un grand concours qui comprend une épreuve de culture générale. Outre que ça peut servir en dehors de fins utilitaires, ça peut servir pour votre instruction personnelle. Les 2 livres que je vous recommande particulièrement de Jacqueline de Romilly, ce sont d'une part La loi dans la pensée grecque. Il figure dans la bibliographie, hein, dans les bibliographies que j'ai données, La loi dans la pensée grecque, et d'autre part Les grands sophistes dans l'Athènes de Périclès. Les grands sophistes dans l'Athènes de Périclès, La loi dans la pensée grecque, 2e édition, Les Belles Lettres. Ça doit coûter 25,9 €. On peut le trouver d'occasion. Les grands sophistes Les grands sophistes dans l'Athènes de Périclès, c'est un livre qui doit coûter 5 ou 4 € d'occasion. Donc, ce sont 2 livres saisissants et qui vous apprendront bien plus sur la philosophie du droit que beaucoup d'autres ouvrages. Euh, Bien sûr, les grands sophistes dans l'Athènes de Périclès, on pourrait penser que c'est un livre sur la pensée sophistique en général, ça l'est d'ailleurs, mais comme la pensée sophistique euh, trouvait son terrain d'élection dans la politique et le droit, c'est un livre qui contient beaucoup de développement sur la pensée sophistique dans ses rapports avec le droit. Alors, la loi dans la pensée grecque, hein, est à la bibliothèque Cujas et elle est certainement aussi à la bibliothèque d'Assas. Et personne ne l'emprunte, soyez tranquille. Moi, j'en ai 2 exemplaires, un en Pologne quand je suis en Pologne et un en France quand je suis en France. Comme ça, je suis sûr de l'avoir toujours avec moi, hein. Donc, je ne dirais pas que c'est mon livre de chevet parce que Jacqueline de Romilly n'a pas vraiment inventé des choses. Mais elle a une- un brio pour synthétiser les choses en des termes simples, compréhensibles, clairs, euh, et avec des expressions saisissantes. Qui, c'est un talent qu'elle a qui est absolument incomparable. Donc, c'est très bien pour des étudiants parce que ça n'est pas du tout austère comme lecture, c'est très facile et très clair comme lecture. Ce n'est pas truffé de références bibliographiques comme l'est par exemple mon cours écrit. Il n'y a pas du grec à chaque page, bien qu'elle fût une très grande helléniste. Et c'est un ouvrage donc, qui est accessible au grand public par sa lecture, mais qui est très instructif. Les 2, en fait, hein. La loi dans la pensée grecque est un tout petit peu plus savant que les grands sophistes dans la tête de Périclès, mais très facile à lire, vraiment, très facile à lire, et très enrichissant. La loi dans la pensée grecque n'est pas simplement un livre consacré aux sophistes, hein, c'est consacré à la loi dans la pensée grecque, aussi bien chez Héraclite d'Éphèse que chez les sophistes, que chez les stoïciens, chez Platon ou chez Aristote. Donc c'est un livre qui couvre l'ensemble de la loi dans la pensée grecque. Tandis que les sophistes, de grands sophistes dans la tête de Périclès, c'est un ouvrage dédié spécialement aux sophistes. Donc, elle a une expression pour désigner euh, l'opposition que les sophistes font entre la nature et la loi, car c'est une opposition qui est répandue chez tous les sophistes et qui est presque un lieu commun de la pensée sophistique. Cette opposition entre la nature et la loi, Jacqueline de Romilly dit que c'est un couple antinomique chez les sophistes. C'est un couple antinomique. C'est-à-dire que la nature et la loi sont toujours associées chez les sophistes dans une opposition, dans une antinomie, dans une antilogie. Alors, je ne vais pas vous écraser avec des citations de sophistes, mais quand on lit par exemple les dialogues de Platon, on rencontre souvent, enfin on rencontre régulièrement, enfin souvent, on rencontre
à divers endroits cette affirmation sophistique d'une opposition entre la nature et la loi. On la trouve dans le Protagoras à un moment donné, dans la bouche d'un sophiste qui s'appelle Hippias, H-I-P-I-A-S. C'est un sophiste, vous savez, qui enseigne, enfin, qui enseigne un savoir encyclopédique, en fait, hein. Il enseigne des différentes disciplines spécialisées. En fait, c'est un raseur, en fait, hein, essentiellement. Mais il a une formule à un moment donné dans le Protagoras pour dire que la loi et la nature euh, s'opposent, que la loi souvent fait violence à la nature. C'est une opposition qu'on trouve dans un autre dialogue très connu de Platon qui est le Gorgias, où Platon la met non pas dans la bouche d'un sophiste, mais d'un personnage qui a suivi les leçons de sophiste, un personnage particulièrement inquiétant sur lequel on reviendra, et qui s'appelle Calliclès, qui n'est pas à proprement parler un sophiste, mais quelqu'un qui utilise la pensée sophistique pour servir ses desseins. Et il y a une tirade très célèbre dans le Gorgias de Platon, que Platon met dans la bouche de Calliclès, et qui commence par « La loi et la nature s'opposent ». On trouve en fait, enfin, cette opposition, il y a d'autres passages où on la trouve dans un euh, passage très connu et très important, je pense qu'on va le prendre ensemble, si vous avez le courage qu'on le prenne ensemble, soit aujourd'hui, soit jeudi, un passage très connu qui est tiré d'un fragment attribué à Antiphon le sophiste. On l'appelle Antiphon le sophiste parce qu'il y a eu plusieurs Antiphons dans l'Antiquité, hein. Donc celui-là, c'est Antiphon le sophiste. Et on a retrouvé dans la première moitié du XXe siècle un papyrus dans lequel figure le passage en question. C'est le papyrus d'Oxyrhynchos. Oxyrhynchos, peu importe comment vous l'écrivez, Oxyrhynchos est une ville grecque dans laquelle on a retrouvé le papyrus en question, hein. Et ce papyrus contient donc des fragments de ce Antiphon le sophiste, d'un ouvrage perdu qui s'appelait De la vérité. Encore un qui a écrit un ouvrage sur la vérité, après Protagoras. De la vérité. Et dans ce papyrus d'Oxyrhynchos, il y a donc un fragment d'Antiphon le sophiste consacré à la justice, à la loi et à la nature. Et c'est un fragment extrêmement dense dans lequel se trouve résumée en fait toute l'approche sophistique des rapports entre la nature et la loi, et qui à ce titre est un fragment très important. Et voilà ce qu'il dit notamment dans ce fragment, que je compte reprendre avec vous plus en détail. Je l'afficherai à l'écran. Le plus souvent, ce qui est juste selon la loi, c'est moi qui traduis, hein. Le plus souvent, parce que parfois on trouve des traductions qui sont un petit peu, me semble-t-il, qui prennent un peu des libertés avec le texte grec. Donc je préfère traduire comme ça, même si c'est inélégant, hein. Le plus souvent, ce qui est juste selon la loi se trouve en conflit avec la nature. Le plus souvent, ce qui est juste selon la loi se trouve en conflit avec la nature. Il s'explique là-dessus. Il s'explique sur les raisons pour lesquelles il y a ce conflit. On y reviendra. Mais donc, il y a cette opposition entre la loi et la nature. Et pour bien la comprendre, sans analyser pour le moment le fragment en question, il faut bien comprendre que pour les sophistes, la nature a un caractère de nécessité, pas seulement pour les sophistes, d'ailleurs pour tous les Grecs. La nature relève de ce qui est nécessaire, qui se développe de soi-même, pas d'intervention humaine dans la nature. La nature se développe de soi-même, elle a un caractère de nécessité pour un grec.
Tandis que la loi, cette fois-ci pour les sophistes, et pas pour les Grecs en général, la loi euh, est quelque chose pour les sophistes d'artificiel. C'est une invention humaine, artificielle par opposition à naturelle. C'est une invention humaine, une création artificielle, et de ce chef, quelque chose, une création artificielle, car tout dépend de qui les dicte. Alors, je crois vous l'avoir écrit dans le chat la dernière fois. Nature se dit physis en grec. Vous l'avez écrit ou pas? Non? Il n'y a pas de fût sur ce truc-là? Comment on fait alors? Ah, je vous l'écris en caractère latin, hein. Donc l'opposition, alors la nature se dit physis, hein, sa donnée physique évidemment, hein, physiologie, etc. D'accord? Et nomos, c'est la loi, comme vous le savez. On a déjà parlé de ce sens de nomos à propos d'Héraclite d'Éphèse, mais nomos a un sens plus large que la loi au sens du droit constitutionnel français. Car la loi, au sens de nomos, ce peut être la loi euh, au sens euh, d'une loi voulue par le peuple, par la boulée à Athènes. La boulée, c'est l'organe délibératif d'Athènes, d'accord? Mais ce peut être également une coutume ou un usage. Nomos peut être même une manière de voir en grec, par extension. On reviendra sur ce sens extensif de nomos parce que c'est intéressant par rapport à la pensée des sophistes. Vous êtes sûr que je ne vous avais pas mis fusis et nomos déjà dans le chat? Vous ne vous souvenez plus? Non? Je vous ai parlé du verbe nomidzein ou pas? Non? Ou c'est parce que c'est du grec, donc vous ne captez pas et c'est peut-être avec les étudiants au cours de philosophie en flow, alors je ne sais pas. Je l'ai déjà dit au moins une fois, et là je dis deux fois, je ne sais pas. Alors, j'ai dit au moins au cours de philosophie en flow, ça je suis sûr, mais je suis moins sûr de l'avoir dit ici, et je n'ai pas repassé l'enregistrement depuis jeudi dernier. À ce propos, je vous rappelle que vous avez tout intérêt à télécharger les enregistrements, parce que je ne sais pas combien de temps encore la DSI va m'octroyer un traitement de faveur que j'ai obtenu, mais je ne sais pas combien de temps ça va durer. Donc méfiez-vous, méfiez-vous. Donc il est préférable de télécharger les enregistrements. J'ai essayé de le faire pour les mettre sur mon disque dur virtuel, mais je vous dis, laisse tomber, ça prend des plombs. De télécharger les enregistrements. Donc vous pouvez le faire chaque fois. Si vous avez vous-même un Google Drive suffisamment volumineux, vous pouvez mettre ça en commun sur un Google Drive ou un truc, un espace virtuel commun que vous ayez, annexé à votre groupe WhatsApp ou je sais pas, un truc comme ça. Et comme ça, vous avez les enregistrements. C'est mieux de les avoir pour l'examen quand même. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise avec la DSI, hein. Pour le moment, tout va bien, mais je ne sais pas combien de temps ça va durer. Au pire, il y a quand même les enregistrements du podcast, hein, mais ils sont de moins bonne qualité. Donc, nomos désigne une règle de conduite quelconque et pas seulement une loi au sens d'une loi votée par le peuple à Athènes. Donc, en fait, les sophistes opposent deux ordres, un ordre naturel et indépendant du jugement humain, un ordre naturel et indépendant du jugement humain, c'est physis, en fait, la nature, et un ordre artificiel imposé du dehors, un ordre artificiel imposé du dehors, c'est-à-dire qui ne coule pas de source, qui n'a pas un caractère de nécessité, mais qui dépend de la volonté de celui qui l'a édicté ou de la volonté de ceux qui l'observent lorsque c'est une coutume ou un usage. La loi a été dictée par l'organe légiférant. La coutume ou l'usage, comme vous savez, il y a l'opinio, comment on appelle ça, l'élément intellectuel de la coutume, l'opinio necessitatis, non, c'est pas comme ça qu'on dit,
Hein. Il y a un côté psychologique dans la coutume ou l'usage. Hein. Il n'y a pas seulement le fait d'observer quelque chose, mais il y a la volonté de l'observer. Donc, dans les deux cas, ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui est imposé à celui qui est l'opinion juriste ou l'opinion nécessitatis. C'est pas comme ça qu'on dit. Je crois que c'est l'opinion quelque chose, non? L'opinion juriste, on dit aussi parfois opinion nécessitatis, il me semble. Hein. En tout cas, c'est l'élément psychologique de la coutume. Hein. Et donc, dans les deux cas, il y a quelque chose qui est imposé du dehors à celui auquel ça s'applique. Tandis que la nature, on en fait partie, et puis voilà. Et donc, elle s'impose avec la nécessité et non pas avec la volonté, une volonté extérieure. Donc, cette opposition à la loi et la nature débouche sur un positivisme juridique, petit 2, positivisme juridique. Et là, on parlera dans un petit a, on fait des subdivisions, n'est-ce pas? Euh, on fera une analyse du positivisme juridique sophistique dans un petit a, analyse du positivisme juridique sophistique dans un petit a, avant de parler dans un petit b. À votre avis, comment va s'intituler le petit b? Bah, vous avez le cours écrit de toute façon. Dérive du positivisme juridique sophistique. Dérive du positivisme juridique sophistique parce qu'on va voir que ce positivisme juridique que les sophistes professent avant la lettre a entraîné des dérives qui expliquent en grande partie le discrédit dans lequel les sophistes sont tombés euh, et qui a fait qu'ils ont été éclipsés si longtemps avant d'être réhabilités par Hegel au XIXe siècle, notamment par Hegel. Donc, petit a, analyse du positivisme juridique sophistique. Et là, désolé, hein, c'est des subdivisions complètement bidons, mais bon, comme les juristes aiment bien faire, on parlera d'abord de la signification de ce positivisme juridique et ensuite de sa portée. Portée, c'est commode, ça ne veut rien dire, donc on peut utiliser le terme, c'est toujours très commode. Hein. Donc, signification petit alpha, portée petit bêta. Petit alpha, signification. Alors, puisque les sophistes considèrent que la loi est une invention, une création humaine, et qui ne l'oppose pas à une loi naturelle, mais à la nature, hein, je l'ai bien dit la dernière fois, attention. Pas d'opposition entre loi naturelle et loi civile ou positive, ou loi humaine chez les sophistes. Il y a une opposition entre la nature et la loi. Donc, s'il y a une opposition entre la nature et la loi, ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas d'autre droit que la loi humaine. Il n'y a pas d'autre droit. Et ça veut donc dire que la justice se confond avec la légalité. Il n'y a pas de justice à l'aune de laquelle on doit mesurer la valeur des lois humaines. Les lois humaines renferment toute justice. Il n'y a pas d'autre droit que celui des lois humaines, des lois positives, et donc il n'y a pas d'autre justice que celle des lois humaines positives. Il n'y a donc pas de juste en soi, comme le soutiendra Platon, ni de loi naturelle qui irrigue les lois humaines, comme chez Héraclite d'Éphèse ou chez les stoïciens. Je peux reprendre le début du fragment du papyrus d'Oxyrhynchos, où Antiphon le sophiste s'exprime, et il commence son fragment, on le verra, par cette formule frappante. La justice consiste à ne transgresser
aucune des règles légales admises par la cité dont on fait partie. La justice consiste à ne transgresser aucune des règles légales admises par la cité dont on fait partie. Si ça n'est pas du positivisme juridique, ça, hein, la justice consiste à ne transgresser aucune des règles légales admises par la cité dont on fait partie. Donc la justice, c'est la légalité. Point final. Et là, à ce stade des explications, on fait une jonction entre cette conception artificielle légaliste de la justice qui est celle des sophistes et un des aspects de l'univers sophistique dont on a parlé précédemment, qui est le relativisme de Protagoras. Protagoras, vous vous en souvenez, enseignait que l'homme est la mesure de toutes choses, de celles qui sont en tant qu'elles sont, et de celles qui ne sont pas en tant qu'elles ne sont pas. Donc si l'homme est la mesure de toutes choses, il est aussi la mesure du nomos, de la loi, et donc du juste. C'est l'homme qui est la mesure du juste. Il n'y a pas de justice en soi, de justice par elle-même, de justice transcendante. Il n'y a qu'une justice rapportée à l'homme. Et c'est l'occasion de revenir sur le terme nomos, comme je vous l'ai dit. Il veut dire toute règle de comportement, aussi bien la loi stricto sensu qu'une coutume ou un usage. Mais nomos veut dire aussi, dans un troisième sens, c'est comme ça en grec, les mots ont souvent un sens polysémique, hein. Logos, nomos, bon, sophia. Maintenant que vous êtes féru en grec, vous commencez à voir que les termes en grec, le bailli, le dictionnaire grec, il est grand comme ça, hein. Tandis que le gaffio, le dictionnaire latin, il est grand comme ça. Donc ça veut tout dire, hein. Donc, nomos signifie en un troisième sens dérivé manière de voir, manière de considérer, manière de voir établie, hein. Pas n'importe quelle manière de voir, pas n'importe quelle caprice d'un individu, mais une manière de voir établie, qui est reconnue majoritairement, manière de voir établie, puisque nomos veut dire loi, usage, coutume, et par un sens encore plus extensif, une manière de voir, mais qui est établie, qui est partagée donc, hein. Et du reste, nomos a donné naissance à un verbe grec dérivé de nomos, qui est nomizéin, je donne un infinitif, nomizéin, et nomizéin, ça veut dire être d'avis que en grec. Être d'avis que. Tenir pour. Penser, mais pas au sens du penseur de Rodin, hein. Tenir pour, être d'avis que. Donc, le sens du mot nomos invité à cette analyse sophistique qui consiste à considérer que la loi est quelque chose de relatif qui se rapporte à une certaine manière de voir de celui qui l'édicte. Que ce soit une loi au sens strict du terme ou même une coutume. Et donc, dans le fameux dialogue du thé-tête de Platon, dont je vous ai déjà parlé, c'est un dialogue qui discute notamment, mais pas seulement, des thèses de Protagoras. Mais Protagoras n'est pas présent parce qu'il était déjà mort à l'époque. Mais Socrate
explique quelle est sa pensée. Et il fait parler Protagoras, comme si c'était Protagoras était encore vivant. Et donc, euh, Protagoras explique qu'il n'y a pas de vérité, je vous l'ai déjà dit, mais il y a quand même une sagesse, ça on y reviendra, mais il n'y a pas de vérité, et donc il tire les conséquences par rapport à la cité, et il dit donc, euh, ce qui est juste ou injuste, c'est ce que chaque cité croit comme tel, pose comme légal. La justice ou l'injustice, c'est ce que chaque cité pose comme tel. Je vous rappelle que l'homme est la mesure de toute chose, c'est une formule dans laquelle l'homme doit s'entendre, bien que le philologue allemand Gompert c'était un avis des contraires, mais normalement on considère que c'est l'individu, mais pas l'individu isolé, comme Robinson Crusoe dans son île. L'individu au sein de la communauté dont il dépend, c'est-à-dire de la cité. Donc le juste ou l'injuste se rapporte aux individus, mais il y a un juste, une conception du juste et de l'injuste pour chaque individu, mais aussi pour chaque cité. Donc, est juste ou légal ce que chaque cité pose comme tel, on dirait en termes pascaliens ou montaigniens, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Ce qui est juste selon la loi française ne l'est pas forcément selon la loi espagnole. Ce qui est juste à Athènes ne l'est pas forcément à, à Sparte ou à Thèbes. Par ailleurs, il y a un autre grand sophiste dont on a parlé lorsqu'on a parlé de l'univers sophistique, qui est Gorgias. Et Gorgias, lui, il se présente comme un maître de rhétorique et il considère que la rhétorique, c'est l'art de la persuasion, notamment sur le juste et l'injuste, mais qu'elle n'enseigne qu'une persuasion, une opinion à propos du juste et de l'injuste. Une opinion qui peut varier selon la manière dont on persuade. Donc là aussi, chez Gorgias, il y a dans sa façon de présenter la rhétorique, qui est pour lui l'art par excellence que les sophistes doivent enseigner, il y a une récusation de l'idée qu'il pourrait y avoir une essence de la justice. Du reste, je vous l'ai dit, Gorgias enseigne qu'il y a un divorce entre la pensée et l'être au sens de l'essence. La pensée n'atteint pas l'essence. D'abord, il n'y a pas d'essence, et de toute façon, la pensée ne peut pas l'atteindre. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est discourir. Hein. Et donc on discourt sur le juste et l'injuste, mais ce n'est qu'une opinion, une persuasion au sujet du juste et de l'injuste. Il n'y a pas de vérité en soi sur la question. Donc c'est bien une conception toute positive de la loi que les sophistes enseignent. Et pour reprendre une formule brillante de Werner Jäger, le célèbre philologue allemand dont je vous ai déjà parlé, Paideia, vous vous souvenez de ce livre dont je vous ai parlé, Werner Jäger, je vous l'écris à nouveau. Werner, c'était le prénom. Il dit quelque part dans Paideia qu'en fait, l'impératif euh, juridique, l'impératif légal pour les sophistes, c'est un impératif hypothétique. Ce n'est qu'un impératif hypothétique, par opposition à l'impératif catégorique kantien. C'est-à-dire que on observe la loi pour les sophistes, on ne doit observer la loi que parce qu'on s'expose à un châtiment si on la méconnaît. La loi n'est pas porteuse en soi d'une valeur, elle n'est pas porteuse d'une valeur en soi, puisque chacun a son opinion par rapport à la justice, que chaque cité euh, a une conception de la justice qui peut être différente, et que cette conception de la justice peut évoluer dans le temps. Le juste est variable dans l'espace et dans le temps.
Donc, si on obéit aux lois, ça n'est pas parce qu'elles prescrivent quelque chose qui a une valeur en soi. Si on obéit aux lois, c'est parce que on doit y obéir pour ne pas s'exposer à un châtiment, à une sanction. Donc, c'est le type même de ce que Kant appelait, dans les fondements de la métaphysique des mœurs, un impératif hypothétique. Si tu n'obéis pas à la loi, il en résultera telle conséquence, tu auras un châtiment. Donc, la loi en elle-même, la loi ne mérite pas d'être respectée en elle-même. Elle doit être respectée simplement parce que si on ne la respecte pas, on risque d'être châtié. On verra à quelle dérive ça peut conduire, ce genre d'opinion. Quelque part, Kant a écrit dans les premiers principes métaphysiques de la doctrine du droit, il a écrit quelque part dans les premiers principes métaphysiques de la doctrine du droit, c'est à notre égard une exigence morale, c'est à notre égard, je vous cite de mémoire, donc je peux déformer la citation, c'est à notre égard une exigence de la morale d'ériger le respect de la loi en mobile de notre action. C'est à notre égard une exigence de la morale d'ériger le respect de la loi en mobile de notre action. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, chez Kant, je vous l'ai dit antérieurement, l'impératif catégorique est un concept commun à la métaphysique du droit et à la métaphysique de la vertu. Si on doit respecter la loi, ce n'est pas parce qu'on risque d'y être contraint extérieurement, c'est parce que c'est un devoir moral de le faire. Certes, le droit ne peut pas nous contraindre à faire du respect de la loi le mobile de notre action. Comme je vous l'ai expliqué, le droit n'a pas de prise sur nos mobiles. Il ne peut pas nous obliger à penser d'une façon ou d'une autre. Mais il ne peut nous contraindre extérieurement à respecter la loi, mais nous avons le devoir moral de le faire. Nous avons le devoir moral, plus exactement, de faire de ce respect de la loi le mobile, la maxime de notre action. Donc chez Kant, il y a une valeur morale qui est attachée à la règle juridique. Le droit ne peut pas nous obliger intérieurement, il ne peut que nous contraindre extérieurement, mais la vertu, la morale, nous prescrit de faire du respect du droit, du respect de la loi, le mobile de notre action. Si je donne un exemple concret, si vous dites, par exemple, il y a une loi qui dit qu'il est interdit de voler, que la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui est sanctionnée par des peines de prison et d'amende. Le Kantien va vous dire, le droit nous contraint extérieurement à ne pas voler la chose d'autrui, mais nous avons la moralité requiert de nous que nous fassions du respect de cette règle qui interdit de soustraire frauduleusement la chose d'autrui le mobile de notre action, parce que nous ne devons pas voler. Il y a un impératif catégorique qui nous interdit de voler. De même qu'il y a un impératif catégorique qui nous interdit, qui nous oblige à restituer les prêts ou les dépôts. Vous vous souvenez de l'exemple que j'ai donné. Donc, euh, on a une règle morale. Le droit ne peut pas faire qu'on rende un dépôt ou un prêt parce qu'on doit le faire, par plus qu'il ne peut obtenir de nous que nous ne nous approprions pas frauduleusement la chose d'autrui parce que c'est notre devoir, il ne peut pas le faire. Mais nous, nous avons le devoir moral de faire du respect de cette loi le mobile de notre action. Nous devons considérer que euh, nous ne pouvons pas voler le bien d'autrui, que nous ne pouvons pas ne pas restituer les dépôts, nous ne pouvons pas ne pas restituer les prêts. Nous devons le faire. Nous devons restituer les prêts, nous devons restituer les dépôts, nous devons restituer la propriété, nous devons respecter la propriété d'autrui. C'est un devoir.
Le droit nous contraint extérieurement à le faire, mais nous devons, la morale nous prescrit de faire du respect de cette loi le mobile de notre action. Tandis qu'un sophiste va vous dire, ce n'est pas la question en fait. Si tu voles quelque chose mais que personne ne te voit, il n'y a pas de problème. C'est juste que tu risques d'être surpris. Donc il faut que tu respectes la loi si tu peux être surpris. Mais sinon, vas-y, lâche-toi. C'est ce qu'ils disent textuellement. On prendra le fragment d'Antiphon le sophiste. Donc vous voyez toute la différence. Pour le sophiste, il n'y a d'impératif juridique que hypothétique. Tandis que l'impératif juridique ancien, c'est un impératif catégorique. Tout ça, ça n'engage que moi, ce que je dis là, hein. J'ai pris la phrase chez Werner Jaeger et je l'ai développée à ma façon, hein. Euh, et vous voyez le danger, mais on y reviendra. Ça consiste à dire, effectivement, en fait, la loi ne mérite aucun respect, c'est juste parce qu'on ne peut pas faire autrement, hein. Mais si la police est défaillante, on va se lâcher, hein. On va y aller, hein. Vas-y que je te squatte des maisons, vas-y que je te vole les choses, vas-y que je te tue des gens, hein. Si on risque rien, pourquoi se gêner? Parce que la loi n'est pas porteuse d'une valeur, c'est juste qu'elle nous contraint, donc il faut faire attention. Voilà le risque. Il y a un risque de discrédit porté sur la loi, qui est en germe. Ce discrédit porté sur la loi, il n'est pas l'œuvre des sophistes orthodoxes, comme Antiphon le sophiste ou Protagoras ou Gorgias. Bien plus, d'ailleurs, Protagoras, on va y venir, s'efforçait de donner une justification à la loi, pas Antiphon et Protagoras. Mais il y a en germe dans la pensée sophistique, un risque de... allez-y, hein, si vous êtes aidé, hein, pas de souci. Il y a un risque de que la loi ne soit pas respectée en elle-même, mais juste parce que quelqu'un vous impose de la respecter. Et ça va conduire à des dérives chez certaines personnes qui ne sont pas des sophistes orthodoxes, mais qui ont tiré à la conception sophistique des conclusions qui mènent à un désaveu de la loi, en fait. Petit bêta, petit alpha, c'était analyse du positivisme juridique sophistique. Petit bêta, portée du positivisme juridique sophistique. Portée du sophisme juridique. Portée du positivisme juridique sophistique. Je vérifie l'heure parce que je ne veux pas aller trop loin. Alors, cette portée, qu'est-ce que je voudrais dire dans ce petit bêta? C'est que je vous ai expliqué en quoi il consistait. J'en ai fait, je vais vous expliquer la signification de la pensée juridique sophistique, du positivisme juridique. Et je vous ai dit, il y a des risques de dérive. Mais il faut voir que dans la sophistique orthodoxe, il n'y avait pas de dérive, c'est-à-dire que, comme j'ai dit il y a une minute, s'agissant notamment de Protagoras, euh, il y avait d'autres sophistes qui devaient être dans le même sens. Il y a une volonté néanmoins de justifier la loi. Chez Protagoras, c'est très frappant. On va y venir dans une seconde. Et c'est frappant chez d'autres sophistes dont on a perdu euh, les ouvrages, mais il y a notamment un sophiste que fait parler, probablement un sophiste, que fait parler un auteur de l'Antiquité tardive qui s'appelle Jamblique. Jamblique. Et dans un ouvrage de Jamblique qui s'appelle Propreptique, Propreptique, pardon, euh, Protreptique, il faut que je vous l'écrive, mais Protreptique. Je vais l'écrire parce que vous allez me déformer. Protreptique.
Alors, ce protreptique de Jean Blic, il fait parler quelqu'un qu'on appelle l'anonyme. On appelle l'anonyme parce qu'on ne sait pas qui c'est. Mais on conjecture qu'il s'agit d'un sophiste, en fait. Donc, on a des passages comme ça chez les sophistes, des bribes, qui laissent soupçonner, plus que soupçonner, qui laissent pressentir que les sophistes, malgré leur conception très conventionnelle, arbitraire de la loi, n'étaient pas indifférents à son contenu, que leur but n'était pas de déprécier la loi comme le feront certains qui dériveront. Comme je vous l'ai dit avec une formule commode la dernière fois, il y a la phase Karcher chez les sophistes qui consiste à détruire toute vérité transcendante, toute métaphysique. Le terme métaphysique n'existait pas à l'époque, mais c'est ça que ça veut dire, toute vérité transcendante, toute métaphysique, rupture entre la vérité et le droit, et d'une façon générale, abandon de la vérité, ce qui ne veut pas dire abandon de la sagesse. Euh, mais d'un autre côté, à côté de cette face karchère de la sophistique, il y a une face cachée. La face cachée, ça consiste, après avoir détruit la métaphysique, la transcendance, à reconstruire une morale humaine, en fait. C'est joli, non? Face Karcher, face cachée. À reconstruire une morale humaine. Seulement, le problème, c'est que la face cachée, comme son nom l'indique, on n'en a pas beaucoup d'éléments parce qu'on a juste des extraits dont on peut induire que les sophistes avaient prôné une morale positive humaine après avoir détruit, fait table rase euh, de la transcendance. Parce que ce qui est resté surtout dans les ouvrages, c'est l'aspect destructeur des sophistes, notamment dans les dialogues de Platon ou les commentaires peu amènes d'Aristote. Mais la phase constructive, elle n'apparaît pas tant que ça. On a quand même certains passages. On a l'anonyme de Jean Blic, et puis on a des passages attribués à Protagoras par Platon dans deux dialogues. D'une part, Protagoras, dans lequel on trouve le fameux mythe de Protagoras, mais je ne vous en ai pas parlé du mythe de Protagoras, non. Donc il y a ce mythe de Protagoras, d'une part, et d'autre part, il y a un passage plus bref dont j'ai déjà parlé qui se trouve dans un autre dialogue de Platon, Théétète, dont on a déjà parlé, dans lequel Protagoras explique, mais ce passage on en a déjà parlé, Protagoras explique qu'il abolit la vérité, mais non la sagesse. Hein. Donc il y a ce passage. Vous savez, ce passage où il dit que j'ai aboli la vérité, mais non la sagesse, et que les sophistes sont comme les médecins, ils conseillent le législateur sur ce qui est bon pour la cité. Hein. Il n'y a pas de vérité en soi, il n'y a donc pas de justice en soi. La justice est ce que prescrivent les lois de la cité, mais il y a un rôle des sophistes qui consiste à conseiller le législateur pour qu'il fasse des lois qui soient utiles, qui soient bonnes pour la cité. On a déjà parlé de ce passage. Ce dont on a parlé, on n'en a pas parlé en revanche, mais qui peut être relié à ce passage du thé et tête de Platon, c'est le fameux mythe de Protagoras dont je vous propose de vous parler jeudi. Et ensuite, nous prendrons le fameux extrait de la vérité du papyrus d'Oxyrhynchos de Antiphon le sophiste, parce que je pense que ce passage d'Antiphon le sophiste mérite d'être pris ensemble. Je vous remercie de votre patience et on se voit jeudi. Pas de questions, tout est clair? D'accord. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours, au début du cours prochain, me les poser.